On commence donc la quatrième table ronde, la quatrième et la dernière, avec des thèmes nationalisme russe et chinois et leur obsession anti-américaine. C'est vraiment un gros thème. Je pense que, comme tous les autres sujets, on n'aura peut-être pas le temps de tout résoudre. On aura le temps peut-être d'effleurer ces énormes sujets, mais c'est comme on dit, c'est déjà ça. Donc je donne la parole sans tarder parce que en fait on est obligé pour diverses raisons de terminer à 18h30. Ensuite Philippe Delara fera la conclusion du colloque. Donc soyons concis, 15 minutes pour chaque intervention, un échange avec la salle et entre vous et avec moi. Et donc le premier qui va parler, c'est Chen Lian, qui est historien et journaliste, qui a enseigné l'histoire chinoise aussi bien en Chine qu'en France. Il est aussi secrétaire général de l'Association des intellectuels chinois en Europe. Il a été longtemps directeur du service chinois de RFI, ce qui veut dire aussi qu'on a été collègues. Voilà. Et donc, je lui donne tout de suite la parole. Il va parler, vous avez peut-être tous le programme. Si quelqu'un ne l'a pas, je vous la donnerai à la fin pour que vous la gardiez. Donc, il a un intitulé assez long, Nationalisme, populisme, anti-occidentalisme, obscurantisme ou anti-intellectualisme. Comment qualifier l'idéologie officielle de l'époque de Xi Jinping? Merci Kania, merci à tout le monde. Je commence par un constat parce que même récemment, depuis il y a 2 jours, j'ai lu encore un entretien qui est publié dans le Grand Continent qui commençait par l'expression en disant que jusqu'à aujourd'hui, en Occident, on connaît presque rien la Chine encore. Et au début, j'étais un peu étonné. Je dis comment ça, quand même, l'Occident a bien progressé de mon point de vue par rapport à la connaissance sur la Chine. Et puis, en réfléchissant, j'ai dit c'est peut-être pas complètement faux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sous le règne de Xi Jinping, les Chinois ne comprenaient plus rien non plus. Donc, le terme utilisé, si vous regardez le YouTube ou d'autres réseaux sociaux, c'est toujours, c'est absurde, cette politique est complètement incompréhensible, on ne devrait pas faire ça, on a une bonne, de très bonnes cartes, mais on ne sait pas jouer, etc. C'est-à-dire, personne n'a vraiment compris ce qui se passe aujourd'hui. Mais on peut, par contre, constater, il y a une dégradation de la situation, à la fois économique, sociale, etc. Donc, moi, je propose aujourd'hui une entrée sur l'idéologie. Et je pense que c'est une bonne entrée pour comprendre bien la Chine. Et pourquoi j'ai dit c'est une bonne entrée? Parce que la Chine, j'ai fait une distinction sur le régime chinois, c'est un régime totalitaire. J'ai fait une distinction entre le totalitarisme et l'autoritarisme. Je pense que c'est radicalement différent. Il y a une différence de nature. Pour un autoritarisme, un régime autoritaire, c'est une dictature aussi. Mais c'est une dictature ordinaire, je dirais. Et un régime totalitaire, c'est un régime autoritaire, mais très spécial. C'est pas tout à fait autoritaire. C'est parce que il y a tout un système, toute une organisation qui est radicalement différente par rapport à un régime
une dictature ordinaire. Et en quoi ça se différenciait? Une des plus grandes différences, c'est que dans les régimes totalitaires, il y a l'idéologie. Il y a l'idéologie officielle. Vous avez dans les différents régimes autoritaires, pas forcément une idéologie officielle. Et vous avez plus ou moins des espaces de d'autres voix, d'autres pensées, d'autres courants. On peut constater dans tous les pays des régimes autoritaires. Mais dans un pays comme l'Union soviétique, comme la Chine, et surtout dans les pays dans le régime autoritaire, totalitaire, mais communiste, l'idéologie est la chose la plus importante. Et pour comprendre un régime totalitaire, si on ne comprend pas son idéologie, je pense qu'en effet, on ne comprend pas grand-chose. Et de ce sens, donc je vais essayer de faire une autopsie de l'idéologie chinoise. De l'idéologie officielle chinoise, pour moi, si on regarde bien, qu'il y a des composants. Et pour moi, il y a des composants qui sont des composants déclarés et des composants non déclarés. Bon, je vais expliquer les composants déclarés de l'idéologie chinoise. Il y a 4. C'est le communisme, le socialisme, le collectivisme et le patriotisme. Et c'est pas moi qui dis, hein, c'est inscrit, c'est écrit dans les résolutions, dans les discours. Xi Jinping a encore récemment, pas très récemment, mais c'est quand même récent, quand en 2001, il a cru que la Chine a vaincu le Covid-19, que les Occidentaux ils sont encore pleins dedans, donc il a fait quand même une réunion pour célébrer la victoire. Et dans ça a révélé quand même un peu comme une blague pour le monde entier, mais il avait quand même répété à cette occasion que le socialisme, le collectivisme, le patriotisme, ça c'est l'esprit anti-Covid en Chine. Et donc c'est lui qui dit ça. Alors par rapport, je donne une petite définition. Le communisme est l'objectif ultime du parti et la source de sa légitimité. Et le socialisme est le programme théorique du premier stade du communisme. Je dis premier stade du communisme, c'est parce que dans l'éducation que j'avais reçue, et maintenant c'est toujours, on est dans un pays communiste, et notre objectif final, c'est le communisme. Mais on doit passer d'abord par un stade, ça s'appelle le socialisme. Donc on est toujours dans ce stade-là, c'est le socialisme. Et le collectivisme est la base éthique et organisationnelle de la société. C'est-à-dire que la société doit fonctionner avec les connectivités, etc. Et le patriotisme, c'est le slogan et l'étendard qui ouvre la voie à l'adhésion au parti. Tous ces composants donc sont bel et bien éduqués, enseignés dans les écoles et ailleurs. Et ensuite, je passe à les composants non déclarés. Parce que donc c'est ce que j'ai dans mon titre, j'ai parlé de populisme, obscurantisme, anti-intellectualisme, et évidemment le nationalisme. Le nationalisme c'est un peu différent, mais je parle d'abord sur par exemple le populisme. J'ai fait aussi une distinction. Le populisme, quand on le considère dans un contexte démocratique
vous avez des gens qui sont populistes. Il y a des partis qui disent que je suis populiste. Mais Mélenchon, il dit, ouais, oui, je suis populiste, mais je l'assume. Ça, c'est dans un contexte démocratique. Mais dans un contexte totalitaire, le populisme est aussi monopolisé par le parti, par l'État, par les dirigeants. Et donc, on ne peut pas déclarer ça en disant qu'on fait des choses populistes, mais on peut inciter par la propagande, par la littérature, par la télévision, etc. Parce que c'est consiste pour moi surtout à une incitation à de la haine des uns contre les autres, les pauvres contre les riches surtout. Et dans ce contexte, donc on voit bien dans la Chine actuelle, le populisme était quand même assez fort. Un autre composant non déclaré, c'est l'anti-intellectualisme. C'est quelque chose que la Chine connaît bien. C'est ancré dans la culture chinoise depuis très très longtemps. Vous savez, il y a toujours, la Chine, c'est la culture de lettrés. Les lettrés, c'est le plus important, c'est le pilier de l'État chinois classique. Mais sauf que, vous savez, il y a régulièrement des révoltes paysannes. Ces révoltes paysannes, c'est généralement c'est dirigé d'abord contre l'empereur, contre tous ces mandarins, mais aussi contre les lettrés, parce que justement ils considèrent que c'est les lettrés qui dominent trop et qu'on a mis dans des situations impossibles. Et je vous donne aussi l'exemple de Mao, qu'on sait que moi, je considère qu'il a quand même été intellectuel. Sauf qu'il était intellectuel, mais il n'a pas fait beaucoup d'études. Et quand il a travaillé à l'université de Pékin, il était sous des autres intellectuels, c'est des vrais, et il n'a jamais vraiment avalé ça. Donc, chaque fois, il fait des discours pour dire les intellectuels sont sales et c'est les paysans, les ouvriers, c'est eux qui sont le plus propres, malgré ils ont des excréments dans leurs mains, etc. Il fait souvent ça. Et si on regarde pendant la campagne anti-droitier, si on regarde pendant la révolution culturelle, c'est toujours les intellectuels. Ils sont les premiers cibles de cette campagne idéopolitique du parti. Ensuite, par rapport à l'obscurantisme, j'y passe assez brièvement. Il y a deux aspects. Premièrement, considérer le peuple comme des ignorants. Deuxièmement, le maintenir dans l'ignorance. C'est ce qui la pratique quotidiennement, systématiquement par le parti aujourd'hui. Ensuite, le nationalisme, j'ai quand même, j'insiste là-dessus parce que dans le discours officiel, on parlait pas de nationalisme. On employait le mot l'esprit national, qui est pas nationalisme, évidemment, mais on parlait de patriotisme. En fait, le patriotisme couvre bien, le patriotisme du parti couvre bien ces deux faces de nationalisme, c'est-à-dire pour l'intérieur, donc c'est mobilisation, c'est renforcer la légitimité du parti, donc pour le peuple à l'intérieur. À l'extérieur, il faut trouver des ennemis, les ennemis qui sont en train de nous nuire, et donc là, ça devient le vrai nationalisme. De ce point de vue-là, le nationalisme est toujours présent dans l'idéologie chinoise, sauf que c'est
c'est ambigu plus ou moins dit. Alors, donc c'est le premier point que je voudrais soulever. Deuxième point, c'est que cette idéologie officielle, il est pas figé dans le temps, et au contraire, il évolue. Alors, on peut maintenant diviser l'histoire de la Chine en trois parties. Donc, la première partie, période, c'est Mao, donc jusqu'à sa mort, jusqu'à 1968. À partir du moment que Deng Xiaoping a lancé la réforme, et donc on passe à la deuxième période, et troisième période, c'est après c'est quand Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012. Donc il y a trois périodes, ces trois périodes avec l'évolution de l'idéologie très différente. Si on dit avec Mao, on a une idéologie classique, c'est-à-dire le marxisme, léninisme et la pensée de Mao. Et après, avec Deng Xiaoping, justement, il y a la réforme. Pour faire la réforme, la première chose à faire, c'est quand même à desserrer le quatre-camp idéologique. Sinon, on peut rien faire. Si on dit Mao, tout ce qui est dit Mao, c'est exact. Donc, on ne peut pas faire des réformes. Donc, Deng Xiaoping a entamé, c'est pas Deng Xiaoping personnellement, c'est plutôt Rouy Aubin à cette époque, qui a entamé par un débat sur le critère de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est le critère de la vérité? Sous Mao, le critère de la vérité, c'est que tout ce qui est dit par Marx, par Lénine, par Staline et par Mao, c'est la vérité. Donc, c'est ça le critère. Et sous Deng Xiaoping, le débat commence à dire non, c'est pas ça le critère, puisque si maintenant on est sur une situation nouvelle, Mao n'a pas connu cette situation. Donc, le critère de la vérité, c'est la pratique. Donc, il faut aller faire des réformes, voir qu'est-ce qu'on fait. C'était le début. Et finalement, au fur et à mesure de la réforme, on a à peu près détruit l'idéologie officielle de l'époque de Mao, parce que le socialisme, c'est plus le socialisme, puisqu'on a l'économie de marché, parce que le collectivisme, personne ne plus le croit, c'est collectivité, l'opératif, tout ça depuis longtemps, c'est disparu, et etc. Et tandis que on peut, donc à ces moments-là, on peut résumer comme idéologie sous Deng Xiaoping comme c'est le socialisme plus pragmatisme, c'est quelque chose comme ça. Et sous Xi Jinping, ça change et encore complètement, parce que Xi Jinping, il est contre la réforme. Donc, je le résume comme une idéologie contre-réformisme. Mais il a beaucoup de mal d'appliquer ça, parce qu'il n'a pas d'idéologie. Comme il n'a pas d'autre chose pour contrer une idéologie installée déjà à l'époque de Deng Xiaoping, il essaye de trouver d'autres choses. Donc la première chose qu'il a trouvée, c'est le maoïsme. Et donc parfois on qualifiait le néo-maoïsme de Xi Jinping. Je pense que c'est pas tout à fait ça, parce que il est conscient de ne peut pas revenir à cette époque, mais en même temps, pour lui, l'urgence, c'est quand même sauver. Il pense la domination du parti est en danger, donc il faut le sauver. Pour le sauver, et donc il faut renforcer la domination, la manipulation de l'idéologie. Donc c'est ce que je vais essayer de analyser ensuite dans mon troisième point. J'insiste sur une chose, c'est que donc Xi Jinping utilise davantage
le nationalisme, sauf que le nationalisme tel qu'on comprend en Chine n'est pas quelque chose comme ils disent aujourd'hui. Dans une manière, si on place sur le plan historique, dans l'idéologie officielle, même au début de l'époque de Mao, c'est-à-dire par exemple pendant la guerre, de Corée, la Chine a envoyé une armée soi-disant volontaire pour aller contrer les Américains. À ces moments-là, il y avait déjà des campagnes idéologiques qui consistent à dire les Américains sont pas des gens, sont pas des monstres, on peut les combattre, etc. Là, à ces moments, ça s'appelle campagne de 3 attitudes. C'est en 1950. Les 3 attitudes vis-à-vis des Américains, c'est la haine, mépris et dédain. Et contre 3 autres attitudes, pro-américain, admiration pour l'Amérique, peur de l'Amérique. Donc il fallait utiliser un élément extérieur pour mobiliser l'ensemble de la population, parce que sinon ce ne sera pas compris, parce que en plus de la guerre de Corée, la Chine a envoyé de l'armée, ça a été cité tout seul par Mao. Les autres collègues de Mao étaient contre. Donc il fallait utiliser cette arme. Et Xi Jinping a repris cet esprit-là, donc il utilise davantage, beaucoup plus de l'anti-américanisme, de l'anti-occidentalisme, ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi il fait ça? Il y a j'ai entendu qu'on parlait beaucoup de Taïwan dans la séance précédente. Là, Xi Jinping a parlé de rêve chinois, parlé de la grande renaissance de la nation chinoise, etc. Mais c'est complètement vide, il n'y a pas de contenu. Donc il y a peut-être la seule contenu, c'était unification de Taïwan, etc. Donc, pour lancer une guerre contre Taïwan, c'est pas quelque chose de facile. Du coup, on dit, si ça concerne un peu la Russie, si la Chine mobilise un nationalisme contre ceci et contre cela, donc il faut vraiment s'adresser à des ennemis de vrais. Alors, les Américains n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais occupé de la terre, de territoire chinois. Les Américains ont bien aidé la Chine pour la guerre anti-japonaise, sino-japonaise en Chine. Et pourquoi contre les Américains? Et en revanche, la Russie a bien occupé de la terre, plein de territoires chinois. C'est une question. La population pose toujours, et c'est complètement censuré, interdit en Chine de parler du nationalisme contre la Russie. Récemment, c'était quelque chose d'assez spectaculaire, parce que le nouveau président de Taïwan, il avait dans une interview il a dit, si la Chine revendique sa souveraineté sur Taïwan, ce n'est pas pour préserver son intégrité territoriale, mais pour rechercher l'hégémonie sur la scène internationale. Et on se demandait pourquoi la Chine n'a pas d'abord réclamé à la Russie, qui est en position de faiblesse aujourd'hui, une grande partie du territoire cédé aux Russes lors du traité d'Ankun en 1858. Donc le président taïwanais a dit quelque chose comme ça, c'est comme une bombe. Tout le monde en parle, sauf
la Russie a répondu tout de suite en disant qu'on a réglé ces problèmes depuis longtemps avec la Chine populaire, etc. Mais sauf que la Chine populaire reste complètement silencieux par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a osé répondre à cette question, parce que c'est vraiment là, il fait mal, hein, parce que c'est pas un vrai nationalisme. Ça veut dire, si nationalisme, il faut quand même aller voir la réalité. C'est pour la nation et pour l'intérêt de la nation. Il y a une vraie source pour mobiliser. Mais la Chine aujourd'hui, il peut pas faire ça. Donc c'est une très grande difficulté, c'est-à-dire un nationalisme chinois ne peut pas être appliqué à tout le monde et avec les mêmes critères. Et deuxièmement, la deuxième difficulté, c'est si le nationalisme présent toujours dans l'idéologie, le nationalisme sous Xi Jinping est devenu aujourd'hui quelque chose de très agressif. Une transformation du nationalisme, parce qu'avant, c'est un nationalisme, s'il y en a, c'est un nationalisme un peu victimaire, c'est-à-dire qu'on voit dans les séries de téléfilms, dans la littérature, surtout à la télé, c'est tout le temps des films qui met en scène la guerre, qui met en scène les Japonais sont tellement mauvais, tellement criminels, etc. Mais c'est quand même, c'est que il y a pas tout à fait un siècle, mais il y a quand même très longtemps. Et les Japonais qui ont beaucoup aidé la Chine pendant la réforme et investi beaucoup. Il y a beaucoup de Japonais en présence en Chine, mais on voit quand même à la télé tout le temps comment la population chinoise est tellement forte, tellement intelligente, parce qu'il peut chaque fois toujours mettre les Japonais, il tue les Japonais parce qu'ils comprenaient rien, etc. C'est des choses parfois c'est vraiment très ridicule, mais on le voit tout le temps. Et donc maintenant, on peut, sous cet angle, on peut comprendre pourquoi il y a cette diplomatie, on l'appelle les loups combattants. On rappelle aussi, parce que depuis quelques années, il y a même des intellectuels qui parlaient de, il faut sortir son épée, il faut faire du commerce avec les autres, surtout les occidentaux, avec l'épée, c'est-à-dire qu'il faut protéger, il faut ne pas avoir peur, etc. Donc c'est très agressif. C'est parce que je pense que ça a dû essentiellement à deux choses. Premièrement, c'est que vraiment Xi Jinping n'a pas d'autres armes idéologiques à utiliser. Donc avant, traditionnellement, c'est genre en disant il faut c'est traditionnel, hein, le rêve chinois, contribuer à la construction de renaissance chinoise, etc., n'est pas suffisant. Ça n'a pas de sens pour les Chinois. Donc, il faut être agressif, il faut trouver des ennemis là où on peut, etc. Donc, ça explique par ça. Ensuite, je pense que ça a dû aussi à une erreur de jugement de Xi Jinping en personne, peut-être en personne, au moins c'est lui qui croit. Il pense que ce qu'il dit, c'est la montée en puissance de la Chine et c'est déclin de l'Occident. C'est ce il répète tout le temps de ce formulaire et ces formules. Et donc, il dit, puisqu'on est plus fort maintenant, la Chine est deuxième et bientôt c'est le premier sur le plan économique. Donc, on partage le monde avec les Américains. Donc, le reste, c'est des peanuts. Et donc, du coup, il a beaucoup de confiance en ça. Et donc, on peut être très fort et donc se comporte comme un pays vraiment une puissance hégémonique, etc. Sauf que il a pas vu
vu les conséquences quand il a lancé ça. Mais de toute façon, il est dedans, il peut plus reculer. Dans ça aussi, en même temps, il y a une. D'accord. Il y a un phénomène, il faut que je dise quand même que vous savez, avant 2012, il y avait quand même souvent des manifestations dans la rue. Peut-être Monsieur l'ambassadeur a constaté les rues contre les Japonais, les Chinois se manifestent dans la rue contre les Japonais, contre les Français. Même Carrefour a été un cible. Mais depuis la montée, la prise de pouvoir de Xi Jinping, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de nationalisme dans la rue. Et malgré le renforcement du nationalisme anti-occidental par la direction de Xi Jinping, il y a plus de manifestations. Donc, ils ont de plus en plus peur de leur peuple et de moins en moins sûrs de leur puissance pour l'intérieur. Et donc, je vais bientôt finir. J'ai dit la difficulté, c'est une deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est introuvable cohérence. Ce nationalisme, il n'est pas cohérent parce que il justifie pas. Même pour Taïwan, si on pense peut-être tous les Chinois pensent qu'il faut aller faire la guerre à Taïwan pour ramener Taïwan dans la patrie. Mais récemment, il y a encore une enquête d'opinion qui montre, c'est en 2023, une enquête qui montre qu'il y a que 55% de la population chinoise qui soutient l'unification de Taïwan, mais seulement 1% de personnes soutiennent une guerre de l'unification immédiate. J'ai dit, peut-être vous pensez 55%, c'est déjà pas mal. Sauf que, vous savez, dans un contexte totalitaire, personne n'a la liberté de parole. On ne peut pas vraiment dire ce qu'il pense, même dans ce contexte. Il y a quand même 45% de gens qui pensent qu'il faut pas faire cette guerre-là. Donc ça mobilise pas. Et je termine par quelques conclusions très brèves. Premièrement, je pense que le régime a perdu définitivement la bataille de l'idéologie. Ça explique pourquoi c'est si difficile d'appliquer quoi que ce soit par Xi Jinping aujourd'hui. Deuxièmement, la propagande nationaliste tourne vers une attitude de haine entre les individus. Parce que comme il y a une pression, il y a une surveillance très très forte, et donc les gens ils peuvent pas manifester, il y a pas de pratiquement aucun espace pour s'exprimer, donc ça s'exprime par des actions et il peut pas aller contre l'administration parce qu'il y a la police c'est très fort, etc. Mais il peut tuer les uns par les autres. Là récemment, là, il y a à Shenzhen, il y a un accident, un individu chinois qui a tué un enfant de 5 ans, japonais. Finalement, cet enfant, il est sino-japonais, il n'est pas complètement japonais. Donc, il y a quelques mois dans le Mandchourie, il y a aussi un accident. C'est que un individu, on a tué, non pas tué, mais blessé 2 Américains enseignants à cette ville. Donc, la haine contre les uns contre les autres peut assez vite tourner contre les étrangers qui risquent d'être les cibles privilégiées. Donc, ce que je veux dire, c'est les graines plantées depuis longtemps par cette propagande est en train de produire des effets toxiques parce que les gens ils savaient pas quoi faire et cette
Et cette tendance, je pense que ça pourrait accélérer le processus de fascisation du pouvoir, et qui est un danger, et il pourrait, pour échapper à un danger de mort, il pourrait aller lancer une guerre, comme Poutine. Voilà. Merci beaucoup, Chen Yan. En tant que spécialiste de la Russie, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce type de nationalisme finalement impérialiste chinois et nationalisme russe. Mais avant de passer la parole à Laure Mandeville, permettez-moi juste une blague, parce que Chen Yan a parlé du Covid, qui soi-disant a été vaincu par la Chine parce que la Chine a une idéologie, parce que le peuple chinois est plus fort que le Covid, ce qui évidemment est faux. Et ça me rappelle que en 86, un peu après, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, il y avait même des slogans que l'homme soviétique est plus fort que l'atome. Sur ce, je passe la parole à Laure, que je pense que vous connaissez tous parce qu'elle est grand reporter au Figaro, elle mène des pages débat, elle a créé la fondation et ce qu'on appelle les conversations de Tocqueville annuelles consacrées à la démocratie, au processus démocratique, au soutien de la démocratie dans le monde. Elle est auteure de plusieurs livres, dont, pour ce qui nous concerne, peut-être le plus important, c'est la reconquête russe. Et donc voilà, Laure, à toi. Merci beaucoup, Galia, de m'inviter aujourd'hui et pour tes paroles. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce colloque absolument passionnant sur le couple Chine-Russie. Et c'est vrai que j'implore votre indulgence, ayant eu peu de temps en fait pour préparer sur un sujet, excusez-moi du peu, colossal, puisqu'il touche au ressort du nationalisme russe et à l'obsession anti-occidentale de la Russie. Excusez-moi du peu en un quart d'heure. Merci, Galia. Et donc, modestement, j'essaierai de décrire en fait quelques points qui me paraissent importants. Je voulais juste souligner que j'ai bien aimé ce qu'a dit Chen Yan sur la question en fait de la définition de totalitarisme, autoritarisme, puisque en fait c'est une question sur laquelle moi quotidiennement je m'interroge et je bute en ce qui concerne la Russie, puisque la Russie était un État totalitaire effectivement comme la Chine, mais elle est sortie de la matrice, elle est sortie du totalitarisme communiste, mais est-elle sortie de la matrice totalitaire ? Elle est désignée aujourd'hui comme un État autoritaire, mais est-ce que ce n'est pas un État proto-totalitaire ou néo-totalitaire dans la mesure où une étrange idéologie, disons qui se définit plus par la négation du reste, la négation de l'Occident, par une sorte de nihilisme, et aussi une méthode de déshumanisation en fait dans sa manière de se battre contre ses adversaires qui semble rappeler que cette matrice totalitaire est encore présente. Et j'ai noté aussi que c'était fort intéressant tout ce que vous avez dit sur l'aspect victimaire en fait de l'idéologie chinoise qui rappelle là aussi absolument, vous parliez du rapport aux Japonais, le rapport des Russes à l'Occident, ce nationalisme de récrimination, de ressentiment, de revanche, une sorte de, comme le dit en fait Jean Sylvestre Montgrenier quand il parle de ce retour presque psychanalytique du refoulé des ressentiments en fait aujourd'hui tellement présents sur la scène internationale. Donc, je voulais d'abord dire que quand on parle du nationalisme russe, il faut se souvenir que la Russie est un État et un empire avant d'être une nation et une société.
est elle-même d'ailleurs une société et une nation. C'est une question que posent en permanence les analystes russes. Il semble qu'elle n'est pas un État-nation, et c'est pour cette raison essentielle que la question du nationalisme russe se pose en des termes très particuliers. La Russie, en fait, s'est toujours pensée comme un empire. Son identité est plus celle de la première nation de l'empire, de la sœur aînée, de la culture dominante, plus que de la définition d'une nation russe à part entière. Et c'est vrai que ce frère aîné, de par la tradition politique autocratique de la Russie, et puis totalitaire soviétique, a vécu une situation qui est complètement paradoxale historiquement, et qui, à mon avis, est au cœur du sujet. C'est que c'est une nation qui a colonisé et opprimé d'autres peuples, mais qui est elle-même colonisée par son propre état répressif et son propre pouvoir carnivore. Et c'est pour reprendre la formule, en fait, d'Alexandre Etkind, qui me paraît donc vraiment résumer cette situation très paradoxale dans laquelle on se trouve, colonisateur et colonisé. Du coup, c'est vrai qu'on voit historiquement, et ça a duré sous les soviétiques, et puis après la fin de l'URSS, qu'il y a en réalité la coexistence entre eux et une forme de tension, une coexistence parfois relativement, disons, harmonieuse, mais aussi une tension entre deux versions du nationalisme russe. Une version impériale et étatique, ce que monsieur Yuri Fedounin, qui vient d'écrire un livre fort intéressant sur les nationalismes russes, appelle le nationalisme stato-impérial, et qui est celui d'une nation finalement composite, qui se voit comme un État-civilisation, comme un empire multinational et culturel, et qui assoit sa domination sur divers espaces, et le nationalisme ethnique qui cherche à favoriser la défense des intérêts du groupe ethnique majoritaire, les Russkies, par opposition avec Rossiiane, avec donc tous les membres de la Fédération de Russie. Et c'est vrai que bien entendu, dans le cas de la Russie, ce qui est très frappant quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, le nationalisme qui domine, la version nationaliste qui domine toute l'histoire de la Russie, c'est le nationalisme impérial, évidemment, qui a imposé sa loi. Et qui, même s'il a dû cohabiter à partir de la fin du 19e siècle avec une sorte d'ethno-nationalisme maintenu à la marge, mais tentant régulièrement de se manifester, de se renforcer. Et donc, c'est vrai que on a évidemment cette rencontre entre impérialisme et nationalisme qui se rejoignent en permanence dans l'idée que c'est la grande nation russe qui doit imposer son modèle, et c'est exactement ce à quoi on assiste évidemment dans le rapport de Poutine à l'Ukraine, où l'idée que nous sommes de la même famille, je te fais l'honneur de t'imposer ma culture et tu la rejettes, tu oses la rejeter, tu me quittes, mais moi je t'aime et donc je te tue pour ta trahison, pour le rejet de ma bénévolence impériale. Et donc, au XIXe siècle, les tsars sont déjà confrontés à la question de l'identité nationale, qui se réveille avec beaucoup de force pendant le XIXe siècle. Il y a le réveil des nations, ils sont très inquiets, et c'est un des ministres du tsar, le ministre Ouvarov, qui invente à ce moment-là la formule de l'autocratie, de l'orthodoxie et de l'esprit national, de la narodnost, pour finalement contrer ce réveil des nationalités. Et ça se passe exactement en 1830, c'est-à-dire au moment où on a eu l'insurrection polonaise au sein de l'Empire russe, et l'Empire russe réagit par une russification, une répression absolument féroce, et une russification absolument massive qui va s'exprimer dans plusieurs coins de l'Empire, notamment évidemment en Pologne, en Ukraine, en Finlande. Bref, le tsar s'approprie le nationalisme et cela va entraver la construction d'une nation russe moderne. C'est ce que notent un certain nombre d'historiens, c'est-à-dire que
quand commence le XXe siècle, les Russes n'ont pas d'identité ethnoculturelle forte et ils n'ont pas d'expérience d'institutions démocratiques qui permettraient de cristalliser l'expérience de la nation. Et donc, ce qui émerge en revanche, c'est un élément ethnique russe violemment antisémite, violemment xénophobe, qu'on voit par exemple avec les centuries noires au début du XXe siècle, et aussi avec l'idée d'une sorte de triade russe, triade de la Russie qui est concentrée autour de la grande Russie, de la Russie, la petite Russie qui est l'Ukraine et la Russie blanche qui est la Biélorussie. Donc ça c'est un courant qui va se développer et qui est incarné notamment par un journaliste qui s'appelait nationaliste, penseur qui s'appelait Mikhail Menchikov et qui avant la Révolution tente de consolider la nation russe et sa domination sur l'espace notamment slave, biélorusse, petit russe et grand russe, mais en rejetant la notion d'empire. Mais en fait, ça va être de courte durée. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a des tentatives de passage à un sort de resserrement de la définition du nationalisme russe, mais en réalité, ce qui va dominer, c'est que quand la révolution bolchevique se produit, en réalité, le bolchevisme, le national-bolchevisme va devenir un bolchevisme impérial, même si au départ, le projet de Lénine, en tout cas affiché, c'est la libération des peuples de l'Empire. En réalité, l'URSS redevient, malgré des institutions qui semblent établir une sorte d'égalité à travers le système fédéral, qui est une fausse fédération en réalité, réinstaure un système impérial et l'Empire bolchevique, finalement, va poursuivre l'Empire des Tsars et on se retrouve avec ce nationalisme impérial où vous avez une nation dominante, mais qui paradoxalement n'accède pas, en ce qui concerne la République fédérative de Russie, à tous les attributs des autres républiques. Il est notamment frappant qu'il n'y a pas de capitale de la République fédérative de Russie et il n'y a pas de parti communiste russe. Et donc, finalement, disons que la Russie, comme partie en fait de l'URSS, se retrouve d'une certaine manière imparfaitement dotée. Et ça va avoir des conséquences d'ailleurs par la suite parce que pendant toute la période soviétique, au fond, vous avez peu à peu à voir à côté de cette grande union soviétique, de toute cette idéologie de l'amitié des peuples internationaliste, vous avez qui se constitue peu à peu une sorte de réaction, une sorte de constitution d'un parti russe qui va peu à peu essayer de faire sa place timidement et pas toujours avec grand succès à travers l'époque soviétique, à côté du courant démocrate qui lui veut aller vers l'idée d'une nation politique. Et vous avez à voir ces deux courants en fait qui vont cohabiter avec un certain nombre d'écrivains comme Raspoutine, Abramov et même Solzhenitsyn qui tentent en fait de défendre l'idée d'un nationalisme russe acceptable et d'une nation russe organique et qui sont en opposition avec les penseurs justement occidentalistes de la période soviétique qui eux veulent se raccrocher à l'idée de la nation politique. Et tout cela est à tel point que ce parti russe va parfois créer, et là Françoise pourrait en dire beaucoup plus que moi, parce que j'ai en réalité découvert ce détail en lisant le livre de Fedounine. Il mentionne que pendant la période Andropov, ce qui est très intéressant, c'est que il y a même une radicalisation de ce parti russe avec des éléments farouchement antisémites et qu'il va être même obligé de réprimer pour essayer justement de pacifier en fait les tensions qui se font jour et qui lui paraissent en fait capables même de déstabiliser en fait la société. Et c'est dans ce contexte qu'on assiste à la perestroïka, qui est évidemment une période de bouleversement absolument colossal pour l'idée de l'empire multinational et de l'amitié des peuples, où vous voyez apparaître évidemment tous les nationalismes de l'empire qui se réveillent, les Baltes qui réclament leur souveraineté, et
Et du coup, dans ce camp du parti russe, ce parti d'un ethno-nationalisme, vous avez en fait, par exemple, Raspoutine qui réclame la sortie de l'Union soviétique en 1989, au moment où les Baltes aussi réclament de sortir. Il réclame une sortie pour la République fédérative de Russie. Et à ce moment-là, on va avoir toute une série de mouvements qui vont apparaître, qui renvoient au centurie noire dont je vous parlais du début du XXe siècle, avec par exemple l'Union nationale russe de Barkachov, et une vieille, le mouvement Pamiat, ce mouvement donc de la Russie aux Russes, et qui va cette espèce d'ébullition qui va continuer avec la vieille querelle des slavophiles et des occidentalistes qui va déjà faire sa réapparition. Et là-dessus arrive la fin de l'URSS et un choc absolu pour le monde soviétique, et avec un nationalisme de désespoir, des sentiments irrédentistes, les 25 millions de Russes rejetés à l'extérieur des frontières. Bref, une classe politique qui se scinde en deux, avec d'un côté le camp Yeltsin, en gros, et ceux qu'on appelle les libéraux, qui veulent s'amarrer à l'Occident et à la notion de nation politique, qui acceptent la fin de l'URSS, qui acceptent le départ de l'Ukraine, et les rouges-bruns qui se retrouvent dans les souterrains, en fait, pendant quelques années. On croit qu'ils sont marginalisés, on croit qu'ils vont disparaître, mais pas du tout, parce qu'en réalité, cette mentalité impériale et rouge-brune, elle est aussi présente au sein du camp, disons, yeltsinien, et même à l'intérieur de la période de Yeltsin. Et ce qui est absolument, je crois, frappant pour tous les gens qui ont travaillé sur cette période et qui l'ont vécu, qui ont eu le privilège de voir tout ça, c'est à quel point la petite fenêtre d'opportunité et d'euphorie a été courte, et comment, au fond, l'idée du nationalisme impérial revient au cœur du pouvoir russe dès 1993, avec la tentative des rouges-bruns de prendre le pouvoir, Yeltsin qui s'y oppose mais qui, lui, bombarde le Parlement, et en même temps qu'il commence d'enterrer, en fait, les germes de démocratisation, il enterre aussi cette idée de la fin de l'Empire, évidemment la guerre de Tchétchénie. Donc je vais aller très vite parce qu'il y a les deux guerres de Tchétchénie qui contribuent bien sûr à ce retour en force de l'idée grand russe, de la désignation. Vous parliez de la désignation de l'ennemi intérieur. Évidemment, là on a un ennemi désigné qui va permettre de faire la bille de lumière de Poutine, qui vont être les Tchétchènes. Et après, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu va apparaître un camp qui va créer une sorte de syncrétisme de plusieurs courants qu'on trouve à la fois chez les communistes de Zyuganov, qui sont à la fois communistes et impérialistes, Zhirinovsky, Limonov, et bien sûr Douguine, qui va syncrétiser tout ça dans ce qu'on appelle le eurasianisme. Ça a été mentionné en fait par notre ami Jean-Sylvestre Montgrenier ce matin, et il avait tout à fait raison de parler du caractère absolument maintenant presque dominant, alors que c'était là aussi quelque chose d'absolument marginal dans les années 90, cette idéologie eurasianiste qui va être reprise à son compte à travers la connexion de ce qu'on a appelé le club de Isborg par le Kremlin. Et se fait la connexion en fait dans les années 2000 et notamment, je dirais tout particulièrement à partir de 2011-2012, quand Poutine voit monter le danger d'un retour d'une contestation du camp démocratique possible, avec les fameuses manifestations très importantes. À ce moment-là, il ouvre la porte à ce camp de Douguine, qui établit bien sûr une sorte d'attelage idéologique à la fois de l'impérialisme, du nationalisme, de l'orthodoxie et d'une sorte d'étrange alliance avec l'islam contre l'Occident. Et c'est là qu'on en arrive à l'idée de l'anti-occidentalisme. Et il y a deux personnages
et notamment un personnage de Konstantin Malofiev, cet oligarque en fait très proche de Poutine, qui va incarner à ce moment-là cette espèce de volonté de défendre le monde russe contre l'ingérence de l'Occident et défendre l'orthodoxie. Et c'est là qu'on va peu à peu vers cette espèce de clash avec l'Occident. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le côté un peu apocalyptique de la vision de ces gens-là, le fait que le clash est inévitable, que c'est une guerre de civilisation, parce que nous sommes face à un monde occidental qui veut notre mort, qui veut la mort de la Russie, et qu'il y a en fait une connexion entre les Occidentaux et les libéraux russes qui complotent ensemble contre nous. Et en fait, cette idéologie va mener à la double attaque qui se concrétise à partir de 2014 par la guerre contre l'Ukraine qui est déclarée d'abord en Crimée, puis au Donbass, et puis finalement en 2022 contre toute l'Ukraine, et la guerre contre l'Occident qui bat son plein, je dirais, depuis déjà le début de l'ère Poutine, en fait. Commence avec des éléments de lien avec tous les partis nationalistes d'extrême droite en Europe et d'extrême gauche aussi, cette espèce d'infiltration, de guerre hybride qui commence très très tôt, en fait, vraiment très très tôt. Et par ailleurs, évidemment, la question de l'Ukraine. Et la question de l'Ukraine, c'est vrai que c'est très 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 important parce que c'est le moment où d'abord il y a un clash entre deux nationalismes. Il y a le nationalisme que je qualifierais de tocquevillien, qui devient celui de l'Ukraine, c'est-à-dire une nation qui se définit comme une nation politique adossée à un nationalisme ethnique, mais qui est un nationalisme, disons, modéré, de protection de la terre, et de l'autre côté, un impérialisme russe, brutal, qui veut éradiquer la nation ukrainienne, la déshumaniser. Et c'est vrai que je cite souvent, quand je parle de cette véritable basculement de la Russie dans son rapport à l'Ukraine, dans quelque chose qui rappelle l'Allemagne des années 30 avec les Juifs. C'est très bien décrit par Sergueï Medvedev dans son livre Les quatre guerres de Poutine, où il y a un chapitre absolument, je dirais, lumineux sur la manière dont ça bascule et dont peu à peu l'Ukraine est complètement déshumanisée par la propagande, le matraquage de la propagande idéologique. On crée un ennemi extérieur, et ce qui permet effectivement d'échapper aux problèmes internes, et donc tout se rejoint. La guerre devient en fait l'issue, la guerre et le nationalisme impérial et guerrier deviennent l'issue en fait à ce pouvoir qui se sent s'essouffler et possiblement dans une impasse. Pour terminer, en fait, je dirais que en fait, je dirais que oui, en fait, la Russie s'est mise aujourd'hui dans une impasse, et on ne sait pas comment elle va en sortir, parce que elle est entrée dans une spirale d'autodestruction. C'est-à-dire que c'est vrai que l'Occident a le sentiment que la Russie a encore d'énormes capacités, et c'est vrai qu'elle a montré, et nous avons été plusieurs à peut-être sous-estimer en 2022, vu l'effroyable déroute qu'a subi la Russie dans un premier temps dans son offensive. On a cru que la Russie pouvait s'effondrer plus rapidement que cela ne s'est produit, puisqu'elle ne s'est pas effondrée du tout. Mais il y a des processus en route en Russie qui sont des processus d'autodestruction, je crois, dont vous parliez aussi, et qui me paraissent absolument évidents. Et je dirais que aujourd'hui, la formule de Vladimir Solovyov, le philosophe Vladimir Solovyov, qui avait écrit La question nationale en Russie, avait une phrase qu'un de mes amis aime beaucoup à citer et qui me paraît complètement résumer en fait le danger qui pèse aujourd'hui sur l'avenir de la Russie. Il dit: la conscience nationale est une grande chose. Donc, parce qu'il distingue en fait entre le patriotisme qui peut être qui est une chose positive en fait pour le pays, et
le nationalisme agressif, et il dit mais quand la conscience nationale se transforme en autosatisfaction et que l'autosatisfaction devient une autodéification, alors la fin naturelle qui se prépare est celle de l'autodestruction. La fable de Narcisse fonctionne non seulement pour les individus, mais pour les peuples. Voilà. Et donc, au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est face à un nationalisme contre la nation. Et je crois que c'est ce à quoi vous faisiez aussi allusion. Et on peut dire que aujourd'hui, la Russie de Poutine joue contre les Russes, contre la nation russe. Merci. Merci, Laure. Bon, personnellement, je suis bien sûr entièrement d'accord avec cette analyse. Je me permets peut-être d'ajouter quelques mots parce que la Russie s'est trouvée maintenant de nouveaux, comment dirais-je, modes idéologiques. Elle a toujours été contre l'Occident. L'Union soviétique, de tout temps de son existence, a été anti-occidentale parce que c'était des sociétés capitalistes et la Russie était une société socialiste, soi-disant. Bien sûr, ça ne marche pas avec la Russie post-soviétique, mais ils ont trouvé d'autres parades, à savoir des questions sociétales. La question de dire que l'Occident est une société délétère, réactionnaire, qu'en fait les Russes sont les défenseurs de la civilisation européenne qui, elle, va à sa perte avec le mouvement LGBT, avec les mariages entre les personnes du même sexe. Ça, c'est maintenant, avec Child Free, maintenant il y a une nouvelle marotte. Donc, on a interdit LGBT, on a interdit, bien sûr, toutes sortes d'ONG, et maintenant, on veut interdire par la législation le mouvement Child Free, qui bien sûr n'existe pas, tout comme le mouvement en tant que quelque chose d'organisé LGBT n'existe pas. Et donc les Russes se démarquent de plus en plus parce que ils se considèrent comme purs, comme authentiques, comme étant dans la vérité et en accord avec Dieu, alors que l'Occident va à sa perte. Et deuxième aspect qui permet aux Russes aujourd'hui d'affirmer donc leur aussi bien nationalisme que leur anti-occidentalisme, c'est le soutien de tous les pays, comme on disait jadis, non alignés, des pays en voie de développement, toutes les civilisations qui ne sont pas occidentales. Et donc la doctrine maintenant, la doxa russe, dit que toutes les civilisations se valent. Ils ont déjà défini plusieurs types de civilisations. Donc, il est tout à fait normal, par exemple, pour les talibans, avec lesquels ils ont de très bonnes relations, de mener une politique totalement répressive envers les femmes. C'est tout à fait normal pour les mollahs de condamner à mort et d'exécuter des centaines de personnes, comme d'ailleurs en Chine. C'est-à-dire que chaque dictateur, chaque pays, ce qu'on appelle rogue states, est maître chez soi. Et bien sûr, c'est une idée qui va à l'encontre du destin commun de l'humanité. Je ne sais pas, Laure a parlé que donc selon Solovyov, ça va se terminer par l'autodestruction, je le pense aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas de
de signes que cette autodestruction est proche. Et même, vous voyez, bon, ils se battent contre Child Free et contre les homosexuels, surtout parce qu'il y a une politique nataliste très marquée. Donc, ils veulent plus d'enfants parce que c'est un énorme pays de 17 millions de kilomètres carrés qui est très peu peuplé, surtout la partie orientale. D'ailleurs, je pense que la tentative de la conquête de l'Ukraine et le rapt d'enfants ukrainiens suivent la même logique. Il faut peupler le territoire en acquérant une nouvelle population et comme c'est un État profondément raciste et population profondément raciste, c'est une population blanche aux yeux bleus, si j'ose dire. Donc un peu comme chez les nazis. Donc vous voyez le nationalisme russe aujourd'hui, il suit le chemin parallèle au nationalisme chinois qui fait la même chose avec les Ouïghours que ce que les Russes font avec les Ukrainiens. À quand la fin? On verra. Maintenant, on va donner la parole à Laurence Saint-Gilles parce qu'il y a encore un aspect. Nous avons parlé aussi bien de Chen Yan que Laure Mandeville. Ils ont parlé de ce sentiment, de cette obsession anti-occidentale. Et Laurence va nous parler du côté en quelque sorte opposé, à savoir comment cette alliance russo-chinoise et comment ces pays agressifs, nationalistes, anti-occidentaux sont perçus aux États-Unis. Parole à Laurence. Merci Galia. Pendant la guerre froide, les relations entre la Chine et la Russie ont été plus souvent conflictuelles que fraternelles. Et à la fin des années 60, elles s'étaient même tellement dégradées qu'elles allaient offrir à l'administration Nixon l'opportunité de mettre en place sa stratégie chinoise, qui consistait à exploiter la multipolarité du monde communiste. Ainsi, le rapprochement sino-américain des années 1971-1972 a été un important levier pour contraindre Moscou à accepter la détente avec l'Ouest. Aujourd'hui, les Américains peuvent-ils réitérer la stratégie de l'administration Nixon en misant sur les rivalités du couple sino-russe? C'est à cette question qu'à travers de nombreuses publications, les politologues américains tentent aujourd'hui de répondre en scrutant avec intérêt ces évolutions. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, on l'a déjà dit, on assiste à la formation d'une coalition sino-russe qui a pour objectif de priver les États-Unis de leur position d'arbitre en Eurasie. Le cauchemar de Brzezinski semble s'être concrétisé. Jusqu'ici, les relations sino-russes ont connu une courbe ascendante, mais l'anti-américanisme qui fut leur force motrice sera-t-il un ciment assez solide pour les souder dans la durée? Après plus de 2 ans de guerre, la coopération sino-russe s'est renforcée et s'est diversifiée. Mais les interprétations académiques divergent quant à sa signification, sa longévité et sa portée. Un premier courant soutient que malgré son caractère informel, l'alliance sino-russe est une réalité. Elle est durable, solide et présente même la plus grande menace à laquelle l'Europe et la zone Indo-Pacifique sont confrontées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une autre tendance souligne au contraire le caractère artificiel et fragile de cet axe de convenance, déjà fracturé par la prolongation du conflit. En raison du volume de publications sur ce sujet, je me contenterai ici de citer les auteurs les plus emblématiques, et vous trouverez bien sûr des références plus précises dans la version écrite. Dans un premier temps, je vais voir pourquoi les États-Unis doivent cesser de miser sur le découplage entre Pékin et Moscou. Cette première partie repose surtout sur les travaux d'Alexander Gabuev, qui est un sinologue russe, mais qui s'est exilé aux États-Unis et qui dirige aujourd'hui la fondation Carnegie à Berlin. Il nous rappelle que ce rapprochement sino-russe est en réalité ancien. Il a débuté à la fin de la période soviétique dans le sillage du sommet sino-russe de 1989. À partir de là, les contacts entre états-majors, la coopération militaire et les ventes d'armes ont repris.
un an après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, la Chine et la Russie ont signé en 2001 un traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage, dans lequel elles affirmaient notamment ne pas avoir de revendications territoriales l'une envers l'autre. Outre la volonté de sécuriser leurs frontières communes, des raisons pragmatiques ont facilité leur rapprochement, comme la complémentarité de leurs économies ou les enjeux énergétiques. Il est donc important de souligner, rappelle Alexander Gabev, que ce rapprochement sino-russe n'est pas seulement le fruit des circonstances, comme on le répète souvent, mais s'inscrit dans une tendance à long terme. C'est cependant Xi Jinping qui leur a donné un nouvel essor et surtout une dimension plus personnelle. Depuis son arrivée au pouvoir, le président chinois a rencontré le président Poutine plus d'une 40aine de fois et il le désigne toujours comme son meilleur collègue et ami. Au cours des sommets internationaux, les deux présidents se livrent à une surenchère d'amabilité. Cette entente personnelle est d'autant plus remarquable qu'elle constitue une anomalie historique au regard des relations ambiguës entre Staline et Mao et de l'antipathie personnelle entre Mao et Khrouchtchev. Selon le sinologue américain Joseph Torridjan, ces démonstrations d'amitié ne correspondent pas à une simple mise en scène pour effaroucher l'Occident. Elles illustrent l'importance que Xi Jinping attache aux relations personnelles entre les dirigeants qui, par le passé, ont trop souvent contribué à détériorer les relations entre les deux pays. Xi Jinping aurait tiré les leçons russes de sa jeunesse et de l'histoire de sa famille, marquée par les vicissitudes des relations sino-soviétiques pendant la guerre froide. Il faut rappeler que le père de Xi Jinping, en tant que vice-premier ministre de la République populaire de Chine, eut la charge de mettre en œuvre la coopération sino-russe. Or, au cours de l'été 1959, alors qu'il était en voyage à Moscou, il vit sa carrière et sa vie brusquement basculer à la suite d'une détérioration rapide des relations sino-soviétiques. Il fut donc déchu, il fut accusé d'abord d'être un espion à la solde de Moscou, il fut déchu de ses fonctions, exilé et emprisonné. Le président chinois estime que la solidité de la relation sino-russe est tributaire de l'entente entre leurs leaders. Et Joseph Torridjan estime que Xi Jinping et Poutine, malgré leurs différences de caractère, ont finalement plus de points communs qu'on ne le dit souvent, car ils ont tous les deux souffert personnellement de l'instabilité politique de leur pays. Xi Jinping, dont la famille a été arrêtée et passée à tabac pendant la révolution culturelle, et Vladimir Poutine, lorsqu'agent du KGB à Dresde, il assista impuissant à l'effondrement du bloc communiste en Europe de l'Est. Cette aversion commune pour l'instabilité politique serait donc à l'origine de leur crainte obsessionnelle d'un changement de régime, le leur en l'occurrence, fomenté par les États-Unis et leurs alliés ou par la simple extension des valeurs occidentales. Monsieur Béja, ce matin, a parlé de la paranoïa de Xi Jinping. On peut dire que c'est justement un point commun entre les deux dirigeants. Ils partagent tous les deux une vision vraiment paranoïaque des relations internationales. C'est justement la perception de ce danger commun qui leur permet de dépasser leur clivage idéologique. Ils ne cessent de dénoncer les ingérences occidentales qui seraient, selon eux, à l'origine des révolutions de couleur ou des printemps arabes. Pour assurer leur survie politique et conjurer la menace d'une intervention extérieure, ils se soutiennent mutuellement, ils apportent leur appui aux régimes dictatoriaux qui enfreignent les lois internationales en s'opposant aux sanctions occidentales. Ils travaillent aussi de concert à la rétractation de l'influence occidentale dans les enceintes internationales, en se faisant des amis parmi les pays du Sud global. Leurs initiatives pour créer de nouvelles organisations, comme l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS, s'inscrivent dans cette volonté commune de mettre en place un nouveau système international, prétendument multipolaire, mais dans lequel la Chine et la Russie, entourées d'une coalescence de pays aux vues similaires, occuperaient une place centrale et où les puissances et les valeurs occidentales seraient marginalisées. Pour toutes ces raisons, d'ordre pragmatique et idéologique, la relation sino-russe est solide
est considéré comme prioritaire pour les deux partenaires et a bien résisté au test de la guerre d'Ukraine. Le pivot de la Russie vers la Chine s'est en effet renforcé après l'annexion de la Crimée et l'adoption des sanctions occidentales. C'est à partir de là que les exportations russes vers la Chine se sont envolées. En outre, la déclaration des Jeux olympiques d'hiver, précédant de 20 jours seulement l'invasion de l'Ukraine, a parfois été interprétée comme un blanc-seing, voire un encouragement donné à Vladimir Poutine pour qu'il dans sa guerre contre l'Ukraine. C'est notamment la thèse qui a été présentée ce matin par M. Véron. Or, Alexander Gabuev s'inscrit en faux contre cette interprétation, rappelant que de nombreux précédents, notamment en Géorgie en 2008 et en Crimée en 2014, montrent que Vladimir Poutine n'a pas informé son partenaire chinois de ses intentions. En tout cas, il n'a pas dévoilé totalement ses plans. Cela n'a pas empêché pourtant Xi Jinping, placé en quelque sorte devant le fait accompli, d'afficher son soutien à son homologue russe. Dès le début du conflit, la Chine a clairement opté pour la Russie, malgré les liens commerciaux qu'elle entretenait avec l'Ukraine, et n'a jamais condamné l'agression russe. Et alors que de nombreux États adoptaient des sanctions, elle a déclaré qu'elle s'y opposait, encourageant ainsi de nombreux pays du Sud à suivre son exemple. Elle a non seulement continué à commercer normalement avec la Russie, mais elle a même renforcé et diversifié ses échanges avec elle. Le volume des échanges entre les deux pays a même augmenté de 30% en 2022 et la tendance s'est poursuivie en 2023 avec une augmentation de 40%. Bien que la Chine n'ait sans doute pas franchi la ligne rouge qui consisterait à fournir à la Russie des armes létales afin de ne pas s'exposer aux sanctions occidentales, elle n'a pas hésité en pleine guerre à renforcer sa coordination stratégique avec la Russie. Le fait que les deux pays ne soient pas formellement alliés a été déjà rappelé, mais concrètement, la coopération militaire se renforce. Les exercices conjoints sont de plus en plus fréquents et se sont accélérés depuis 2022. Le 10 septembre dernier, la Chine et la Russie ont d'ailleurs annoncé le lancement des exercices navals les plus importants depuis 30 ans. Enfin, s'il y a un domaine où la coordination s'est aussi renforcée ces dernières années, c'est celui de la propagande. Dans un essai publié dans The Atlantic, l'Occident est en train de perdre la guerre de la propagande. L'historienne Anne Applebaum démontre qu'il existe une véritable synergie en matière de guerre informationnelle. Depuis le début de l'invasion russe, la Chine a systématiquement repris le narratif russe concernant les laboratoires secrets américains en Ukraine, accréditant l'idée que les États-Unis y préparaient une guerre biologique. La Russie et la Chine ne se contentent d'ailleurs pas de discréditer les gouvernements occidentaux auprès des États étrangers. Leur propagande, tant externe qu'interne, s'en prend de plus en plus aux valeurs et aux normes juridiques occidentales, perçues comme une menace commune. Et ce travail de sape commence à porter ses fruits. Jamais, explique Alexander Gabuev dans un article récent du New York Times, la Russie n'a été culturellement aussi éloignée de l'Occident et aussi proche de la Chine. Ce n'est pas seulement la machine de guerre russe qui a besoin de la Chine, mais c'est la société tout entière. Les produits made in China ont envahi la vie de tous les jours. On a parlé ce matin déjà des voitures chinoises qui ont remplacé les marques occidentales, mais c'est la même chose, par exemple, pour les smartphones. Les oligarques russes, dont les noms figurent sur les listes noires des pays occidentaux, ont réorienté leurs affaires vers la Chine et recrutent désormais des professeurs de mandarin pour leurs enfants qui vont étudier dans les universités de Hong Kong ou de Chine continentale. Il y aurait déjà à peu près 12 000 étudiants russes en Chine, c'est-à-dire 4 fois plus qu'aux États-Unis. Ce pivot vers la Chine concerne aussi les classes moyennes qui choisissent désormais la Chine de préférence à Berlin comme destination touristique. C'est pourquoi, même dans l'hypothèse où Poutine serait écarté du pouvoir, la relation sino-russe resterait une priorité, car on assiste à un changement de mentalité où c'est désormais la Chine qui occupe la place qui était autrefois celle de l'Occident en termes de référence économique, technologique et même peut-être culturelle. D'après des sondages réalisés auprès de l'opinion russe par la Fondation Carnegie et l'Institut Levada, sondages qu'il faut évidemment prendre avec une certaine précaution, qui ont été réalisés à la fin de 2023. 85% des Russes auraient une vue positive de la Chine et les 3/4 estimeraient qu'elle ne représente pas un danger.
Selon Gabuev, la réalité russe actuelle est en train de rattraper la fiction de Vladimir Sorokin, Day of the Oprichnik, un roman dystopique dont l'action se déroule en 2028 sous le nouveau règne d'Ivan le Terrible, dans une Russie farouchement anti-occidentale, cumulant obscurantisme médiéval et dictature numérique chinoise. D'après Gabuev, la relation sino-russe ne peut donc plus être considérée comme un axe de convenance. Elle a démontré sa solidité et les dirigeants américains doivent renoncer à l'illusion de creuser un fossé entre la Chine et la Russie en inversant la stratégie du président Nixon, comme cela avait été préconisé par le Conseil de sécurité nationale sous Donald Trump. Et les États-Unis doivent définir donc une stratégie à long terme qui tienne compte de cette double menace. Toutefois, et maintenant j'en viens à la présentation du deuxième courant, si la Chine et la Russie ont depuis les 2 dernières années démontré leur capacité à surmonter leurs divergences, leur relation n'est pas dénuée d'arrière-pensée et d'ambiguïté. Et des failles sont déjà repérables à la lumière des événements récents. Il existe depuis la publication par la Brookings du livre Axis of Convenience un courant académique qui estime que la qualité de la relation sino-russe est en réalité largement surestimée. Il y a chez les deux partenaires une volonté de surjouer la connivence. Leur relation serait purement instrumentale, pragmatique et reposant sur des bases idéologiques chancelantes. Alors, quelles sont les vulnérabilités de la relation sino-russe ? À travers les travaux des experts, il est possible d'en repérer principalement 4, dont certaines ont déjà été évoquées. Le manque de confiance réciproque, l'absence de valeurs et de visions communes, les rivalités géopolitiques et l'asymétrie de leurs relations. En ce qui concerne l'absence de confiance réciproque, de nombreux auteurs estiment qu'une méfiance profonde subsiste entre les peuples, liée à leurs différences civilisationnelles et aux représentations ancrées dans l'imaginaire collectif. Par exemple, le complexe mongol chez les Russes, assimilant les peuples d'Asie à la barbarie, qui subsisterait sous la forme de préjugés racistes, rendant difficile la collaboration entre les hommes d'affaires russes et chinois, voire les contacts entre les populations. Et d'ailleurs, jusqu'à la guerre d'Ukraine, les échanges touristiques et universitaires étaient peu développés. Au mépris civilisationnel s'ajouteraient de vieux ressentiments attisés par les événements de l'histoire récente qui ont déjà été évoqués ce matin, comme les incidents à la frontière sino-soviétique qui faillirent déboucher sur une guerre en 1969. Ce qu'il faut souligner, c'est que la défiance réciproque n'a pas disparu. Les chercheurs de la Fondation Carnegie rappellent que pendant la crise du Covid, la Russie a été un des premiers pays à adopter des mesures de restriction à l'encontre des voyageurs qui provenaient de Chine, et qu'elle a même détenu des citoyens chinois qui avaient violé les règles de la quarantaine. Plus récemment, la presse spécialisée, la presse cyber américaine spécialisée, a fait état de cyberattaques chinoises contre des agences gouvernementales russes. Cette défiance existe aussi au sommet de l'État, on l'a vu, puisque le traité d'amitié et de coopération de 2001 ne comporte aucune clause d'assistance réciproque. Car la Chine a gardé un si mauvais souvenir de l'alliance sino-soviétique de 1950 qu'elle a désormais pour principe de ne pas conclure de traité d'alliance. D'ailleurs, une alliance suppose une vision commune du monde, ce qui est loin d'être le cas. En ce qui concerne les divergences de vues sur le plan géopolitique, le politologue et sinologue Jude Blanchette rappelle qu'au début du conflit, un certain nombre de think tanks chinois se sont inquiétés des répercussions négatives de l'invasion de l'Ukraine, et notamment de l'impact de la guerre sur l'économie mondiale, dont dépend la bonne santé de l'économie chinoise. Le ralliement de la Chine à la Russie relèverait donc d'abord de calculs politiques, voire d'opportunisme. Le conflit ukrainien offrant une diversion au moment où grandit l'antagonisme sino-américain dans le Pacifique. Et en cas de conflit, la Chine sait qu'elle dispose, sur la frontière sino-russe, d'un arrière sûr. En outre, de façon cynique, Pékin considère la guerre d'Ukraine comme un observatoire, dit Jude Blanchette, et un laboratoire pour préparer sa confrontation avec les États-Unis. Pékin a vu dans l'agression russe une opportunité, en effet, de modifier le système international. Et Xi Jinping, dans ses déclarations, insiste sur le fait que les relations internationales sont à l'aube d'une ère nouvelle, celle de l'âge post-américain. Mais au-delà de ces fanfaronnades, la Chine, depuis qu'elle a intégré l'OMC, a profité du système international actuel.
Elle cherche avant tout à le remodeler selon ses normes et en prendre la direction. Face à la Russie, qui ne cesse de défier ouvertement les lois internationales et est souvent considérée comme un rock-state, la Chine, elle, peut se présenter comme un empire bienveillant et une puissance responsable et stabilisatrice. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle offre ses services de médiatrice dans tous les conflits, que ce soit à Gaza ou en Ukraine. En résumé, si la Chine cherche à prendre la tête du système international, la Russie, elle, préfère semer le désordre, ce qui n'est pas forcément compatible avec la vision chinoise. En effet, comme le souligne Philippe Gallup, qui est professeur à l'Université américaine de Paris, loin de favoriser un rééquilibrage du système et des institutions internationales au profit de la Chine, la guerre a plutôt étendu et solidifié les réseaux d'alliances centrés autour des États-Unis. Le développement de son économie reste d'ailleurs pour la Chine la principale garantie de sa sécurité externe et de sa stabilité politique interne, ce qui l'a conduit à plus de retenue dans ses relations avec les Occidentaux, qui sont aussi ses principaux partenaires commerciaux. Aussi, si elle soutient l'effort de guerre russe, elle fait tout pour garder cette aide secrète. Les calculs économiques ne sont évidemment pas absents de son soutien à la Russie, puisqu'on a déjà évoqué le fait que la réorientation des exportations russes lui offre des opportunités de se fournir en matières premières et énergétiques à bon prix. On a dit ce matin, par exemple, qu'elle exigeait que le gaz russe lui soit vendu au tarif intérieur du marché intérieur russe, et elle se livre ainsi à un véritable chantage en fait sur son partenaire. Vladimir Poutine est furieux que son gaz soit vendu à un tarif inférieur à celui du gaz ouzbek ou turkmène. Et ce différend sur le prix gazier serait à l'origine du retard des travaux de construction du gazoduc Force de Sibérie 2 qui devait débuter en Mongolie en 2024. La compétition géopolitique entre les deux pays l'emporte aussi sur la coopération régionale, notamment en Asie centrale, où leurs zones d'influence respectives se chevauchent. Bien que l'organisation de coopération de Shanghai soit présentée comme un instrument d'intégration de leurs économies, les deux puissances en disputent le contrôle. Et de nombreux experts considèrent même que cette région pourrait être un point de friction dans leurs relations, car c'est toujours au carrefour de leurs zones d'influence respectives que les grandes puissances se retrouvent en conflit. Or, la guerre a considérablement modifié l'équilibre des forces sino-russes en Asie centrale au profit de la Chine, qui de plus en plus a tendance à faire cavalier seul. Les rencontres, par exemple, avec ses partenaires d'Asie centrale ne se font plus seulement dans le cadre multilatéral de l'OCS. La Chine a organisé récemment le premier sommet Chine-Asie centrale. C'était en mai 2023. Enfin, la relation sino-russe est de plus en plus déséquilibrée et on a déjà évoqué cette vassalisation de la Russie. En novembre 2023, Vladimir Poutine s'est même présenté en héritier d'Alexandre Nevsky, qui reçut une investiture des Mongols sur la principauté de Kiev. Le message est donc clair. Poutine est prêt à inféoder son pays à la Chine pour peu que cette dernière lui prête main forte dans son combat contre l'Occident. De fait, la guerre a accru la dissymétrie entre la deuxième et la 11e économie mondiale et surtout la dépendance de l'économie russe au commerce vers la Chine. Or, la Chine exploite sa situation de monopole sur le marché russe et les prix des produits chinois ont doublé, voire triplé, stimulant l'inflation russe déjà galopante. Les Russes ont de plus en plus, d'ailleurs cela a été évoqué ce matin par Françoise Thom, les Russes ont de plus en plus de difficultés à financer ces importations, d'ailleurs car les banques chinoises refusent d'opérer les transactions avec leurs clients russes par crainte de sanctions américaines. Alors ça c'est très important parce que ça démontre que la nouvelle stratégie des États-Unis, qui consiste à essayer d'isoler la machine de guerre et l'économie russe du soutien chinois, commence peut-être à porter ses fruits. La nomination à l'automne 2023 de Kurt Campbell comme numéro 2 du département d'État avait été le signe du durcissement de la politique chinoise de l'administration démocrate. Architecte du pivot vers l'Asie d'Obama, le tsar de l'Indo-Pacifique est connu pour ses positions faucons vis-à-vis de la Chine. Et de fait, la diplomatie américaine a accru sa pression sur Pékin. Le 24 avril 2024, le secrétaire d'État Antony Blinken, lors de sa visite à Shanghai, a clairement averti Pékin que les États-Unis et leurs alliés n'accepteraient pas que la Chine soutienne l'effort de guerre russe. De son côté, Kurt Campbell, lors de sa visite à Bruxelles,
pour préparer le sommet de l'OTAN à Washington, a apporté à ses partenaires européens la preuve que la Chine fait tout ce qu'elle peut pour soutenir l'effort de guerre russe. Les États-Unis ont même déclassifié des documents prouvant que 70% des machines-outils fournis par la Chine à la Russie servent en fait à produire des missiles balistiques. Cette question justement du nucléaire, de l'arme nucléaire dont Vladimir Poutine vient encore de brandir la menace peut constituer une autre pomme de discorde entre Moscou et Pékin. Le rapprochement en juin 2024 des leaders russes et nord-coréens, tous deux spécialistes de la rhétorique apocalyptique, a été très mal perçu aux États-Unis mais également en Chine. Car ce rapprochement n'est sans doute pas étranger à la révision de la stratégie nucléaire américaine qui a été révélée en août dernier par le New York Times. Celle-ci se concentre désormais sur la Chine, en raison notamment du risque de collusion entre Moscou, Pékin et Pyongyang. Donc en conclusion, les États-Unis essaient bien de semer la discorde au sein du couple sino-russe en recourant au seul levier qui puisse infléchir l'attitude de la Chine en période de crise économique, l'arme des sanctions secondaires et des mesures de restriction commerciale. Toutefois, il n'est pas certain que cela soit suffisant. Car, comme le souligne Joseph Torridjan, Xi Jinping a lié son destin personnel à celui de Poutine. Une défaite militaire russe suivie de la chute du régime poutinien ne serait pas sans conséquence pour Xi Jinping. Or, la Chine est en déni sur la guerre d'Ukraine, explique Jude Blanchette, dont elle a sous-estimé l'impact économique, essentiellement pour des raisons idéologiques. Les États-Unis n'excluent donc pas la possibilité que la Chine soit entraînée par la Russie dans une spirale belliqueuse. Et c'est pourquoi ils se préparent aussi à conjurer cette double menace. Merci infiniment, Laurence. Ma question, c'était de savoir si les deux analyses qui s'opposent aux États-Unis sur la relation Chine-Russie, est-ce que ça recouvre aussi une divergence entre parti républicain et parti démocrate? Non, pas forcément en fait. Non, là, ce sont des analyses académiques. Oui. Donc, ce sont pas ça. Non, parce que sur cette question, il n'y a pas forcément de gros clivage entre les républicains et les démocrates. Jean-François Bottor. Ce serait principalement à Laure Mandeville, une remarque d'une part et une question. Une remarque, c'est que je pense qu'on aurait besoin d'étudier un peu ce qu'on ne fait pas assez, la divergence, l'histoire de la divergence. Je parlerai pas d'idéologie, mais je parlerai de culture politique dans le monde slave, entre en particulier ce qu'est la Russie d'aujourd'hui et ce qui est le bloc ukraino, polonais, lituanien, etc. Ça commence, pour avoir regardé ça un peu, ça commence au XIVe siècle et c'est très important. Parce que c'est la divergence entre une vision autocratique pure et des régimes qui commencent à être des régimes d'assemblée. Et donc, c'est vraiment deux univers politiques complètement différents. Et donc, quand on pense idéologie, et l'opposition et l'impérialisme russe à l'égard de cette région du monde, elle repose aussi sur cette divergence de lecture politique parce que l'une est intolérable pour l'autre. Ça, c'est une première chose. Et ma question, par rapport à la question de Poutine et de l'idéologie et du nationalisme russe, la question est de savoir, à ton avis, Laure, est-ce que c'est le nationalisme russe qui produit le régime et Vladimir Poutine, ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui, à des fins de projet politique, instrumentalise un discours et le recompose d'ailleurs largement comme Gallia l'a dit en apportant d'autres éléments civilisationnels? Ah, vaste question. Juste sur la première, je dirais juste que je suis évidemment d'accord avec le fait que il y a là deux espaces civilisationnels différents, et c'est vrai que on en parle d'ailleurs avec Constantin. Je sais pas si Constantin Sigoff est dans la salle, mais dans le livre qu'on a fait ensemble, on parle précisément en fait il parle de la civilisation de Kiev
et qui en fait appartient à l'espace politique européen, cette civilisation des villes qui a pas grand-chose à voir, en tout cas peu à voir avec la civilisation russe qui en réalité ou la tradition politique russe qui émerge avec la création de Moscou et qui est une tradition effectivement tout à fait autre, une tradition de l'autocratie qui est très influencée par d'ailleurs l'héritage aussi de l'occupation mongole, etc. Et donc c'est vraiment deux mondes politiques différents, et d'où le fait que l'Ukraine est une sorte de ligne de partage insupportablement difficile à accepter pour Moscou, dans la mesure où Moscou considère que justement le berceau c'est Kiev. Donc il y a en réalité un désaccord absolu sur la naissance qu'est-ce que ça veut dire la naissance de la civilisation de Kiev. Et sinon sur l'autre sujet, c'est une question que évidemment sur laquelle ne cesse de réfléchir aujourd'hui tout le monde, et ma réponse serait que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est pas très satisfaisant, mais il me semble que Poutine en fait a été un acteur majeur, en fait moteur dans le retour à l'empire. Mais comme je l'ai souligné, ça commence bien avant, et donc cette tradition dont il est porteur, dont il est une manifestation paroxystique en fait, elle existe, elle était là, et je dirais que un peu comme dit Vladimir Pastouchov, c'est-à-dire que dans et aussi c'est ce que dit Sergueï Medvedev, c'est que il y a un courant profond, ce que Maxime Gorky, je crois, appelle le vin noir de l'âme russe, en fait, une espèce de courant profond qui est remonté à la surface et qui a produit Vladimir Poutine. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est une émanation d'une tradition politique russe, autocratique, impériale, voilà. Et donc ça va dans les deux sens en réalité. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passera si ce régime tombe? C'est-à-dire, est-ce que si le régime tombe, il y a plein d'options en réalité qui sont possibles. C'est-à-dire, on peut avoir le même, mais reformulé différemment. C'est-à-dire que Poutine disparaît, mais le régime qui s'est quand même cristallisé, ce régime, je dirais, autocratico-oligarchico-mafieux et tchéquiste qui est là, va être très difficile à démonter. Il va s'accrocher. Les enjeux sont colossaux en fait pour les gens qui ont pris le pouvoir. Ils vont pas lâcher facilement. Première chose. Deuxième chose, il y a la question qui ramène à ce que je disais sur le nationalisme ethnique. Est-ce que le retour de centaines de milliers de soldats, si la guerre s'arrêtait et qu'il y avait une issue à cette guerre, est-ce que c'est nécessairement l'effondrement aussi? On n'en sait rien, parce que tous ces soldats perdus pourraient revenir, et peut-être ça pourrait au contraire déclencher un mouvement de nationalisme ethnique qui se polariserait sur un nouvel ennemi intérieur, je ne sais pas lequel. On a vu par exemple les bouffées d'antisémitisme qui se sont produites au Daghestan il y a pas si longtemps, et qui ont été étouffées par le régime, par Poutine, qui a toujours été sur une ligne de crête en fait sur cette question de l'antisémitisme et de ce nationalisme ethnique. Et donc, on voit bien que la Russie est au bord, et dans un abîme en fait, un abîme parce que elle précisément, elle n'a pas d'identité constituée, pas de nation politique, pas de société civile, et donc c'est une force ballottée. Et à quel nouveau maître elle va se soumettre, ou est-ce qu'il y aura la possibilité de l'émergence d'une forme de perestroïka qui est une sorte de rêve des démocrates qui, eux, pensent qu'après, ça pourrait amener effectivement une démocratisation. Évidemment, là, on en est extrêmement loin, et l'avenir est très, très flou. Mais c'est vrai que ce que je disais sur l'autodestruction, c'est vrai que c'est pas pour tout de suite, mais que ce système me paraît, malgré tout, dans sa manière même de gérer ces problèmes, la question de la démographie, quand on voit le côté absolument ubuesque de la manière dont Vladimir Poutine entend lutter contre
la panne démographique par soit le vol d'enfants ukrainiens ou par la création l'interdiction des contraceptifs pour que les gens fassent plus d'enfants, ou la création, tu disais, de villes de reproduction, on se dit quand même que là, on n'est pas loin du père Ubu et d'Orwell à la fois. Merci infiniment. Attendez une seconde. Avant de passer la parole à Philippe Delara pour tirer la conclusion, je voudrais juste mentionner quelque chose. Un ami présent ici dans la salle m'a posé la question: comment se fait-il que dans toute la journée où vous avez parlé des relations russo-chinoises, on n'a pas mentionné l'Inde? Et c'est tout à fait vrai, mais c'est vrai aussi qu'il y a plein d'autres questions que nous n'avons pas abordées, parce que ce que nous commençons, j'espère qu'on va continuer, c'est un énorme bloc de questions qui ont trait, on peut dire, à l'avenir du monde. Je passe la parole à Philippe. Bien, c'est une conclusion élaborée en temps réel, donc ça peut pas vraiment être une synthèse articulée. On peut quand même dire qu'il y a deux questions, ou plutôt deux énigmes, qui ont traversé nos débats. Le premier, c'est la nature ou le degré de l'alliance sino-russe. Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est précaire? Et il y a une deuxième question qui est également une énigme, c'est la question de savoir qui est le chef dans cet attelage. Est-ce que c'est le russe ou le chinois? Et la réponse n'est pas évidente, mais ce qui est sûr, c'est que le critère du PIB est absolument hors sujet pour répondre à cette question. Alors, le deuxième point, qui lui est un fait consensus dans nos débats, c'est la très grande similitude, pour pas dire l'identité, des régimes, à une exception près, sur laquelle je reviendrai. Alors, troisième point, c'est la question de la nature des régimes et la pertinence de la théorie du totalitarisme pour expliquer aussi bien le régime chinois que le régime poutinien. Et je voudrais apporter un élément au débat, c'est que un des points importants de l'analyse du totalitarisme par les philosophes politiques du XXe siècle, c'est la surenchère, c'est-à-dire le fait que ce qui caractérise les régimes totalitaires, à la différence des régimes autoritaires qui peuvent être révolutionnaires ou conservateurs, statiques ou dynamiques, le totalitarisme porte en lui la guerre comme la nuit et l'orage, beaucoup plus que le capitalisme, parce que il est caractérisé par une dynamique de surenchère. C'est-à-dire que donc je développe pas ce point, mais qui me paraît intéressant à mettre en jeu dans les deux exemples contemporains. Et la dynamique de la surenchère permanente mène à l'autodestruction. C'est-à-dire on se donne des buts qui sont de plus en plus irréalistes et on finit par s'effondrer. Et les exemples fascistes et nazis sont une preuve de ça, mais une preuve partielle, parce qu'il y a quand même la défaite militaire.
dans l'effondrement, qui joue un rôle central dans l'effondrement du nazisme comme dans celui du fascisme italien. Et donc, on pourrait dire que la Russie de Poutine et la Chine de Xi sont le premier exemple expérimental de surenchère totalitaire susceptible de conduire à l'autodestruction. Alors, le troisième point que je pense on devrait retenir, c'est que ces régimes, tout le monde, enfin beaucoup de gens l'ont dit, sont faibles, mais sont forts de leur faiblesse et faibles de leur force. En tout cas, ce qui paraît évident, c'est quelle que soit la certitude que les uns ou les autres peuvent avoir de la marche vers l'abîme ou l'impasse de ces régimes, il n'est pas possible ni moralement ni politiquement de se contenter d'attendre la chute. C'est pas comme ça que ça se passe. Quatrième point que je dois retenir de nos débats, il y a une différence entre la Russie de Poutine et la Chine de Xi, c'est l'opposition entre la désinstitutionnalisation qui caractérise le pouvoir poutinien par opposition à ce qu'on pourrait appeler la surinstitutionnalisation du pouvoir de Xi Jinping, qui est certes un pouvoir personnel hyper concentré, mais fondé sur des institutions et sur une réforme des institutions que Jean-Philippe Bégin en particulier nous ont très clairement expliqué. Donc voilà pour les points, disons, un peu synthétiques de ma conclusion. Et pour continuer, je voudrais simplement énumérer un certain nombre de maximes et de faits clés qui ont été énoncés pendant nos débats et qui me paraissent très importants. Alors, première maxime, je viens d'en parler, c'est à propos du régime chinois, mais ça s'applique aussi à Poutine, ses forces sont ses faiblesses. Deuxième maxime, ce régime peut tomber d'un jour à l'autre. Troisième maxime, la Chine et la Russie ont besoin l'une de l'autre, aussi bien économiquement que militairement. Troisième ou quatrième maxime, j'ai déjà perdu le fil de... Quatrième maxime, le pire est devant nous. Cinquième maxime, le monde est flou. Oui. Et dernière maxime, je crois, oui, non, il me reste encore deux. Verdir l'autoritarisme, c'est le rendre plus redoutable. On pourrait dire plutôt verdir le totalitarisme, c'est le rendre plus redoutable. Et dernière maxime, la fascisation du pouvoir est possible et donc une dynamique de déclenchement d'une guerre pour garder le pouvoir. Non, ça s'applique uniquement à la Chine, puisque en Russie, c'est déjà fait. Alors, quelques faits clés en vrac, mais des choses qui me paraissent dignes d'être relevées et retenues. L'importance cruciale des problèmes de surcapacité industrielle chinoise dans le domaine des voitures électriques, du photovoltaïque et des batteries, qui rend très important le débouché russe de ces industries. Troisième fait
saillant et ô combien saillant, les Chinois n'oublient pas les annexions russes. Et je pense en effet que les traités inégaux jouent un rôle très important dans la conscience des dirigeants chinois. J'interprète un peu autrement que Chen le silence des autorités chinoises sur la remarque du président taïwanais. Ils sont pas embarrassés parce que ça les met en difficulté. Ils se taisent parce qu'ils veulent reconquérir Vladivostok. Et évidemment, il faut surtout pas qu'ils le disent à l'avance. Alors, troisième fait saillant, ou quatrième, la mondialisation facilite le contournement des sanctions. Et dernier fait saillant, non pas qu'il n'y en ait pas d'autres, mais disons c'est ça, ceux que j'ai retenus là, l'originalité épouvantable de l'économie de la guerre, qui est aussi une économie de la mort, avec de traits, le rôle de l'endettement dans l'assujettissement de la population et la pression à l'entrée en guerre moyennant finance. Et ce chiffre sidérant, 15% de la population russe s'enrichit grâce à la guerre, y compris celle qui a perdu ses enfants, ses maris, etc., et qui touche des indemnités énormes. Ah oui, j'avais un dernier fait saillant qui est un peu une bombe à retardement sous le siège de Poutine, c'est la tension dans son discours et son action entre le nationalisme grand russe et le multiculturalisme, en particulier pro-musulman. Quand Poutine favorise le grand remplacement, les élites, il félicite les Russes qui apprennent les Chinois, etc. Alors, la conclusion de la conclusion, et j'en terminerai là dès que je retrouve ma feuille. Voilà. C'est une conclusion politique. Dans la guerre d'Ukraine, l'Europe risque sa liberté et la puissance américaine joue son existence. Comment peuvent-ils consacrer d'un côté, je parle des Américains, la confrontation avec la Chine sur Taïwan et la Méditerranée Pacifique, comme dit notre ami Jean-Sylvestre Montgrenier, et ne pas voir que l'Ukraine est, pour la Chine, le test des capacités et de la volonté américaine. Et tout ça par crainte de la décomposition de l'empire russe, ce qui me paraît complètement idiot, parce que aussi bien Françoise que Laure ont bien souligné le côté imprévisible de ce qui peut se passer après une défaite en Ukraine, après la disparition de Poutine, et rien ne dit que ce soit une catastrophe, et rien ne dit que les Américains ou d'autres peuvent agir là-dessus. Donc on ne comprend pas pourquoi ce problème, qui est en définitive un problème imaginaire, inhibe les Américains sur le problème réel de la confrontation avec la Chine. Voilà, merci.
Merci beaucoup à tout le public. Merci encore à Olivier Fourcade et à l'unité CIRIS de la Sorbonne pour nous avoir accueillis et co-organisé ce colloque. Comme vous voyez, nous l'avons enregistré. Donc, d'ici quelque temps, l'intégrale du colloque sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube de Desk Russie et nous espérons même faire un recueil parce que c'est le début d'une réflexion très importante. Merci beaucoup.